Alors, je remercie tout d'abord le CUIP pour son invitation. C'est un plaisir d'être ici. Alors, pour un enseignant-chercheur, une enseignante-chercheuse, il n'est pas simple, en tout cas ça ne l'est pas pour moi, de faire des recherches sur la pédagogie Montessori. Alors, quelques mots peut-être d'abord pour commencer sur mon parcours, sur d'où je parle. Alors, venant de la philosophie et des études de genre, je suis arrivée à Montessori comme chercheuse par l'histoire des femmes. Je m'intéressais, et m'intéresse toujours d'ailleurs, aux propositions des femmes pédagogues, ce qui m'avait rapidement mené par la force des archives et des domaines alors assignés aux femmes à la fin du XIXe siècle à la pédagogie de la petite enfance. Me penchant sur Pauline Kergomar, mais aussi sur les institutrices de l'action féministe et l'organisation toute singulière des institutrices de l'Association générale des institutrices des écoles maternelles de France et des colonies, l'AGM, qui existe toujours aujourd'hui, l'AGM, j'ai rapidement été confrontée à cette référence qu'était alors Maria Montessori. Sauf que Maria Montessori, en 2014-2015, au moment où je commence à m'y intéresser sérieusement, ce n'était encore qu'une référence plutôt poussiéreuse et passéiste des étagères des INSPE, des SP même. Au pire, elle n'existait pas, au mieux, elle était réduite à quelques mentions caricaturales, les périodes sensibles, l'apprentissage kinesthésique. Bref, elle n'intéressait pas les chercheurs, constituait globalement une référence repoussoire et était totalement invisible dans l'institution. Alors c'était la faveur d'un travail avec mes collègues spécialistes de Freinet, Henri Louigaud et Xavier Riondet que j'ai eu l'opportunité de m'y intéresser de manière un petit peu plus approfondie. Dans le cadre d'un Léa dans lequel je les ai rejoints, j'ai engagé un travail de type ethnographique avec une classe lyonnaise, choisie en fonction d'un certain nombre de critères, tout en me formant à la pédagogie des 3-6 ans et en faisant un travail conjoint sur les textes et les archives que j'avais alors à disposition. Donc je travaillais et je travaille depuis sur 3 pieds, histoire, philo et pratique. J'engageais, mais sans le savoir encore, un travail de longue haleine qui est encore en cours. Je vis, pas que moi, bien évidemment, Alvarez, la déferlante Montessori, la vague des pédagogies alternatives et leurs écoles hors contrat, la marchandisation croissante autour du mot Montessori, avant que la vague ne reflue un peu et ne se transforme, stade où nous sommes sans doute aujourd'hui. Alors quelques mots du contexte, peut-être maintenant. Alors la mode Montessori laisse beaucoup de personnes relativement perplexes, dans le meilleur des cas, un peu énervées ou très fâchées parfois. Alors on les comprend, Montessori par-ci, Montessori par-là, les cahiers Montessori, ce qui est un non-sens, les jouets Montessori, ce qui est impossible, des coffrets vendus ici ou là, tout comme le nombre d'ouvrages à n'en plus finir faisant référence à cette pédagogie, ou même des biscuits, dernière nouveauté, bio évidemment et aux couleurs naturelles. Tout cela a bien entendu de quoi laisser perplexe. Alors ce qu'il faut savoir sans doute, c'est que ce qui nous arrive n'est pas neuf, même si la machine médiatique et la circulation de l'information aidant, nous assistons bien entendu aujourd'hui à des phénomènes amplifiés. Néanmoins, on trouve dans la revue Les Langues modernes, en janvier 1913, et sous la plume de Charles Veillé-Levalet, alors c'est un professeur agrégé d'anglais, né d'ailleurs la même année que Maria Montessori en 1870, on trouve donc sous sa plume ces truculentes lignes, les voici. On sait que le système d'éducation des jeunes enfants, connu sous le nom de système Montessori, jouit d'une grande vogue en ce moment en Angleterre. C'est plus que de la vogue, c'est de la fureur. Il y a une Montessori Society of the United Kingdom, qui a une sorte d'ambassadeur accrédité à Rome, où résident, comme chacun sait, le pape, le roi d'Italie et Madame Montessori. Et l'auteur de préciser que si la méthode propose l'auto-éducation, il ne s'agit pas d'une école de chauffeurs, et que s'il s'agit de faire l'éducation des éducateurs, il faut que tous aillent faire un pèlerinage à Rome, après avoir bien entendu appris l'italien, je le cite, pour pouvoir causer avec la dottoressa sans le secours d'un interprète et recueillir ainsi directement sur les lèvres de l'oracle le pur évangile de la bonne doctrine. Alors l'auteur ironise, mais l'énervement est palpable tout de même. Il n'explique d'ailleurs pas du tout cet engouement pour ce que certains nommaient le miracle Montessori. Il y avait sans doute à l'époque un alignement de planètes différent de celui d'aujourd'hui. Alors mon propos d'aujourd'hui, justement, restera modeste. Il s'agira d'essayer de donner quelques clés d'analyse. J'ai proposé le titre « Malentendu et controverse ». Je ne dirai bien entendu pas tout dans le temps qui m'est imparti, mais je ne doute pas que s'il y a des questions, elles permettront de compléter ce que j'aurais omis, oublié ou tout simplement pas eu le temps de dire entre hier et aujourd'hui, théorie et pratique, enjeux passés et enjeux contemporains. Alors commençons par un article publié en mars dernier dans le journal Le Parisien aujourd'hui en France, un article signé Bérengère Petit qui titre « Attention aux faux Montessori »
et s'appuie sur un entretien de Nadia Hamidi, qui est présidente de l'association Montessori de France depuis quelques mois. Nadia Hamidi s'émeut de l'utilisation extensive et de l'exploitation marchande du nom Montessori, dénonce l'utilisation abusive du nom de la pédagogue par un nombre toujours croissant d'écoles, mais aussi nouveau phénomène de crèches, tout comme l'utilisation abusive du sigle AMF, donc Association Montessori de France, qui est normalement soumis à des règles précises. Elle réaffirme enfin l'importance d'une formation solide, de critères précis pour mener à bien une pédagogie montessorienne digne de ce nom, et souligne, je la cite, « On est passé en 20 ans d'extraterrestres limite sectaire à la surutilisation de notre nom. » Alors je ne commente pas sur le fond, nous y reviendrons, mais regardons déjà la forme. Il était temps. Il s'agit de la première intervention publique du mouvement Montessori officiel sur le phénomène de mode, visible médiatiquement depuis Alvarez, c'est-à-dire depuis 2016 environ. Jusqu'ici, c'était la stratégie du silence. Aucune position du mouvement Montessori sur Alvarez. Alors, Alvarez, c'est Montessori ou c'est pas Montessori? On valide ou on valide pas la démarche? Sachant qu'Alvarez, elle, refuse à tout prix d'être associée à du Montessori. Aucune position sur le développement des écoles hors contrat utilisant le nom à tort et à travers, jusqu'ici. Aucun communiqué officiel sur les objectifs de l'association en matière de diffusion de la pédagogie ou encore sur les formations qui, depuis quelques années, poussent un peu partout comme des champignons en automne. En réalité, cette question de la prise de position d'un mouvement militant sur la diffusion de sa propre pédagogie en dehors de ses canaux, donc, c'est pas une chose si simple et c'est même une question piège. Alors regardons ce qui se présente. Soit on ne dit rien, et c'est ce qui a été le cas pendant ces 15 dernières années, et on est complice, au moins par omission, de ce qui se passe. Soit on intervient, en réaffirmant que tout ce qui utilise le nom Montessori n'est pas nécessairement du Montessori, c'est globalement le propos de Nadia Hamidi, mais dans ce cas, on se ferme, on va à l'encontre d'une diffusion plus démocratique, et le mouvement peut être accusé de profiter de la situation. Alors pourquoi profiter de la situation? Voilà mon deuxième choix. Pourquoi profiter de la situation? Parce qu'il faut savoir que la pédagogue elle-même avait tranché en réalité de son vivant, alors non en faisant un label montessorien, mais en mettant une restriction sur les formations données par l'Association Montessori Internationale, l'AMI, dont le siège se trouve à Amsterdam et qui est créée en 1929. En clair, depuis la fin des années 20, le critère du Montessori, c'est celui de la formation. Or, la formation qui hérite de ces choix aujourd'hui en France est très longue, c'est surtout très cher, et il n'existe qu'un centre homologué, CQFD. Dès que Nadia Hamidi a pris la parole publiquement, et bien sur les réseaux sociaux, beaucoup de montessoriens ont vivement réagi en accusant l'AMF de ne servir à rien, de faire le jeu de l'AMI, celui des formations homologuées, donc aussi de faire entrave à une diffusion large et démocratisée de la pédagogie. Complexifions encore un tout petit peu, si c'est possible. Il existe un centre donnant une formation homologuée, je viens de le dire, mais ce centre, ce n'est pas le mouvement Montessori en France. Le mouvement associatif, c'est-à-dire l'AMF et son bureau, est institutionnellement parlant disjoint de la formation qui possède, lui, son propre CA. Cette disjonction des décisions et des positions pose d'ailleurs un certain nombre de problèmes concrets et politiques au sens large, puisque chacune des institutions prend des décisions indépendamment l'une de l'autre. Alors il y a des liens, mais globalement, c'est quand même ça. Cela ajoute donc à l'absence de visibilité sur les choix qui sont faits. Cette disjonction, elle, est un héritage de l'organisation de la pédagogue et de l'histoire spécifique de l'AMF. Alors, j'ai pas le temps d'en dire plus parce que ça n'arrive pas tout de suite dans l'histoire du mouvement, mais on pourrait dire qu'il existe en quelque sorte deux canaux de diffusion légitimes. L'un à prévalence pédagogique, l'AMI, qui gère la formation, l'autre à prévalence politique, l'AMF, sachant que la seconde, l'AMF, est largement affaiblie au regard de la première. Alors c'est un effet de contexte, l'AMF ayant été dans l'histoire un peu plus active auparavant, par exemple dans les années 70 sous la présidence d'André Berge, elle entretenait d'ailleurs des liens avec Louis Cros, était membre du comité de liaison des écoles et mouvements comité de liaison des écoles et mouvements des écoles nouvelles, mais n'a jamais regroupé jusque dans les années 2000 beaucoup d'écoles. Donc je reformule la difficulté dans laquelle se trouvent les militants montessoriens, finalement depuis toujours ou presque. Soit on ouvre et on risque de se perdre en promouvant des pratiques qui n'ont parfois rien à voir avec du Montessori, et donc on prend le risque de valider, même par omission, le n'importe quoi généralisé. Soit on entre dans l'arène, on ferme un minimum, tout n'est pas dans tout et réciproquement, un peu de rigueur s'impose dans le matériel, les écoles, les formations,
Et on risque cette fois l'accusation de sectarisme, c'est une des accusations qu'a fait Alvarez notamment, d'opportunisme, puisque du coup ne reste que le matériel, les formations homologuées, longues et chères, et pourquoi pas même de mauvaise foi. Il y a donc sans doute urgence, clairement, à réhabiliter une direction politique et démocratique du mouvement, une articulation entre verticalité et horizontalité. Alors, rétablir une direction politique, d'accord, mais par qui et surtout comment? Alors, au regard d'autres pédagogies, la pédagogie Montessori fait partie de celles qui ont réussi, tant bien que mal, à constituer un conservatoire des pratiques qui ont perduré dans le temps. C'est le résultat de choix très précis de la pédagogue, connue dans les réseaux de l'éducation nouvelle pour sa verticalité et son orthodoxie, qui ont fait tant parler. Alors j'en dis deux mots puisque nous sommes dans un colloque sur les héritages. Lorsque la Ligue internationale pour l'éducation nouvelle se structure et lorsque paraît le premier numéro de Pour l'ère nouvelle en 1922, Montessori est clairement identifié comme une des références symboliques et pratiques, une des 4 tendances novatrices du mouvement. C'est par exemple ce qu'affirme le numéro 3 de Pour l'ère nouvelle, je cite « Montessori en Italie, De Crolli en Belgique, Cousinet en France, école nouvelle partout en Europe ». Dans le 11e numéro, en juillet 1924, Béatrice Ensor note combien les principes montessoriens ont pénétré les pratiques nouvelles en éducation. Et je la cite « Nous avons peine à concevoir la révolution silencieuse qui se produit dans le domaine de l'éducation et à quel point les grands pionniers ont déjà exercé une influence sur le mouvement éducatif en général. C'est ainsi que, bien que le nombre total des écoles Montessori ne soit pas grand, déjà, les principes que Madame Montessori a formulés sur l'éducation ont exercé une influence considérable sur l'enseignement aux tout-petits. Madame Montessori, John Dewey et le docteur De Crolli ont agi sur l'éducation des jeunes enfants à un point tel que presque tous reçoivent aujourd'hui un enseignement qui s'inspire du souci de respecter leur individualité. Globalement donc, y compris au sein de l'éducation nouvelle, la pédagogie est bien considérée, même si elle est discutée, et c'est tout à fait normal. Mais la pédagogue, elle, énerve, clairement. Le problème, c'est pas la stratégie, c'est la stratège. C'est Maria Montessori elle-même qui suscite un certain nombre de réticences parce qu'elle entend que sa pédagogie soit mise en œuvre de manière orthodoxe, c'est-à-dire principalement sans mixage. Maria Montessori donc, et certaines de ses disciples également, accusées d'être trop suivistes et de vouloir appliquer en tout point les préceptes de la Dottoressa. La revue donc Pour l'ère nouvelle prend donc rapidement parti pour une forme de montessorisme sans Montessori, une pédagogie basée sur les principes plus que sur les techniques, choix qui peut d'ailleurs être partagé par certains militants aujourd'hui, peut-être Alvarez, qui sait. Alors ces controverses peuvent être expliquées, par exemple, précisément par des questions de stratégie. Je parlais de stratégie, de stratège. Alors considérons par exemple, possiblement, c'est une hypothèse, le point de vue montessorien. Maria Montessori diffuse une pédagogie qui porte son nom, ce qui implique une responsabilité, au moins symbolique, des pratiques qui s'y réfèrent. Pratiques par ailleurs tout à fait précises et identifiées. De manière logique, ou en tout cas ça peut se comprendre même si d'autres options pourraient être prises, de son point de vue, elle oriente son réseau en direction d'une réflexion sur ses propres pratiques. Une forme de stratégie de l'approfondissement si on veut, qui correspondait sans doute d'ailleurs tout à fait bien à une personnalité manifestement plutôt affirmée de Maria Montessori. Mais le choix de l'éducation nouvelle, lui, d'un autre côté, s'explique aussi tout à fait bien. C'est un réseau qui partage par définition non des pratiques spécifiques, mais des grands principes, laissant à chacun, selon sa culture, sa nationalité, le soin de les décliner à sa manière, une forme de stratégie de la diffusion, cette fois horizontale. On comprend dès lors le malentendu possible, qui explique en partie, même si je le dis très vite, d'un côté le peu d'intérêt de Maria Montessori pour les autres pédagogues, elle avait en 1921 en fait déjà constitué son propre réseau, et de l'autre, l'agacement des pédagogues de l'éducation nouvelle face à une forme d'isolement de Maria Montessori qui est rapidement dénoncée comme trop verticale. Alors ce petit retour en arrière historique me sert simplement à montrer que si je reviens aux montessoriens d'aujourd'hui, la verticalité, les montessoriens, ils savent faire. Mais cette verticalité ne s'effectue pas, à ma connaissance, ou pas suffisamment, ou pourrait peut-être se faire plus, sur des orientations stratégiques vis-à-vis des institutions qui seraient imposées par ailleurs aux associations nationales. Or, ces associations nationales sont plus ou moins actives, plus ou moins vivantes et plus ou moins indépendantes de l'AMI. En France, clairement, l'influence de l'AMF, alors on peut le dire sans qu'il se fâche, est institutionnellement
quasi aucun poids ou presque. Alors, pas de verticalité politique ou stratégique donc. En revanche, la verticalité pédagogique, elle, existe bien. Encore aujourd'hui, il est possible de circonscrire ce qui est homologué, ce qui est demandé à minima. Les formations sont jusqu'ici globalement très exigeantes, même si la qualité diffère d'un pays à l'autre, et assurent une qualité technique normalement correcte. Autrement dit, il existe une cohérence pédagogique avec le partage d'un regard vraiment singulier sur l'enfance, mais faute d'une direction politique claire et en raison de l'opposition qui peut exister entre Antenne AMI et Association nationale, il n'existe pas, j'espère l'avoir montré, de lisibilité stratégique. Et ce d'autant que les montessoriens, comme tout groupe pédagogique, et c'est heureux bien évidemment, sont traversés de tendances et d'options différentes, même si ça se voit peu de l'extérieur. Alors si vous voulez, je m'arrête un peu sur ce point pour considérer quelques critères et pointer, alors non pas cette hétérogénéité, mais peut-être une forme de diversité. Et je vais voir parce qu'il fait hyper chaud. Alors, premier critère. Donc quelques critères pour essayer de regarder comment, à l'intérieur du mouvement, ça peut se distribuer. Alors, premier critère, les officiels et les non-officiels. Au début des années 50, Georgette Bernard, une des fondatrices de l'association Montessori de France, fait un bilan des pratiques et des écoles françaises auprès de Mario Montessori. Son bilan est assez simple. Il existe, dit-elle, une dizaine d'écoles qui pourraient être reconnues par l'AMI, par la formation des éducateurs notamment. Pour le reste, c'est-à-dire les écoles travaillant selon la méthode mais qui ne rentreraient pas dans les canons de l'AMI, eh bien elle place tout le reste. Je la cite, à peu près toutes les écoles maternelles publiques, c'est-à-dire gouvernementales, à peu près tous les jardins d'enfants privés, on y fait ce qu'ils appellent du panachage. Autrement dit, Montessori, si on accepte les écoles strictes, est à peu près partout, selon Georgette Bernard. Alors c'est peu ou prou ce que disait Béatrice Ensor en 1924, sauf que là, nous n'avons pas seulement des écoles actives ou nouvelles, mais aussi des écoles publiques. Alors il est clair que l'influence montessorienne avant la Seconde Guerre mondiale est très forte dans les pratiques. Il existe une multiplicité de relais, des diffuseurs, des promoteurs ou des promotrices, pas toujours déclarés et rarement officialisés en tant que tels d'ailleurs. Je fais référence ici notamment par exemple au travail d'Antoine Savoie. Il y a aussi beaucoup de pratiques qui se diffusent par effacement. Par exemple, dans les années 20, l'éducation sensorielle est à la mode dans les maternelles, mais on ne parle jamais de Montessori en tant que tel, ou peu, ou pas de manière officialisée, ou seulement à la marge. On pourrait dire d'une certaine manière la même chose aujourd'hui. Certains ou certaines IEN refusent que le nom de Montessori soit cité, alors parce que ça fait vieux, me disait-on encore il y a peu, mais encouragent des formes de travail directement inspirées de l'organisation montessorienne. Alors c'est pas du Montessori, mais ça s'en inspire, mais on peut pas le dire parce que c'est interdit ou que ça fait passéiste. Alors ça se diffuse, mais on ne sait pas vraiment comment, et surtout on ne sait pas de quoi on parle. Il devient alors très difficile d'avoir des repères pour les praticiens, mais aussi pour les chercheurs. Comment peut-on mixer ou panacher ces pratiques avec une pédagogie qu'on ne connaît pas? Et lorsqu'on va dans une classe, à quelle pratique on assiste véritablement? Pourtant, il me semble qu'entre, d'un côté, le tout est dans tout et réciproquement, et de l'autre côté, le fonctionnement par exclusion, il devrait exister des positions intelligentes et fines, mais elles restent clairement encore à trouver. C'est donc le premier critère, un peu le critère symbolique ultime, être diplômé AMI, qui vous distingue souvent des autres. Alors, il mérite clairement d'être critiqué et questionné, puisqu'on comprend bien que c'est un élément nécessaire, mais non suffisant, puisque la formation peut perdre en qualité, s'appuyer sur des valeurs inadéquates, on peut être formé et pas avoir compris dans son entièreté, etc. Donc c'est mon premier critère. Deuxième critère, que l'on pourrait nommer le critère éthique, la place de la spiritualité et l'articulation entre technique et éthique. Alors c'est un critère ancien. Vous connaissez sans doute le nom d'Hélène Loubianska de Lanval, cette très proche de Maria Montessori qui est proprement congédiée au milieu des années 30 après une altercation entre elles deux. Alors pour une broutille, c'était apparemment une occupation particulièrement chronophage chez Maria Montessori qui a clairement passé plus de temps à rompre avec ses proches qu'à combattre ses détracteurs. Cela dit, Loubianska de Lanval, grande catholique, assumait le fait de développer sa propre pédagogie empreinte de ce qu'elle nommait une métaphysique biblique. Elle refusait d'être associée à l'association Montessori internationale parce qu'elle considérait que l'AMI ne développait pas suffisamment les implications spirituelles de la pédagogie. Alors, selon ce critère,
On trouverait donc toute une gamme de variations et de positions. Vous avez ceux qui aimeraient se cantonner à la technique seule, apurée de toute considération ésotérique ou religieuse, ce qui pourrait être peu ou prou la position de l'AMI, encore que ça dépend des périodes. Vous avez ceux qui y attachent des considérations spiritualistes, théosophes, maçonnes également, en passant par des revendications catholiques ou chrétiennes plus largement. Et il y a aussi des pratiques qui s'articulent, alors plus de manière contemporaine, à des pratiques de non-violence, enfin, qui s'inscrivent dans la tradition de la non-violence politique, pareil avec des nuances, et toutes ces questions-là aussi posent pratiquement la question de la prévalence ou non de l'articulation entre liberté et discipline. Alors sur ce point d'ailleurs, sur la question catholique ou la question chrétienne, il me semble que réduire la pédagogie Montessori à une proposition catholique, ce qu'on entend parfois à la faveur d'une redécouverte de ces engagements religieux, à mon avis, est problématique. Alors c'est ma position, elle peut être contestée bien entendu, parce qu'il faudrait alors en déduire que toutes les déclinaisons non catholiques et laïques du mouvement, et elles sont nombreuses, et elles existent depuis le début, sont ineptes. Finalement, c'est le même problème qu'avec le fascisme, sur lequel, promis, je reviendrai un peu longuement juste après. Alors avant, je m'arrête une minute sur ce point. L'AMF elle-même est issue d'une école fondatrice, tenue par une directrice juive, Madeleine Bernheim, qui avait pris ouvertement dans les années 30, en région parisienne, l'option de la laïcité, donc d'un minimalisme moral et religieux, en raison des options religieuses plurielles de ses élèves. Or, cette école, ce n'est pas une pratique farfelue sortie de nulle part, mais une expérimentation pédagogique connue et suivie de Maria Montessori, qui devient d'ailleurs officiellement la présidente d'honneur de l'Association des parents d'élèves en 1937. Cette école s'appelait le Collège de la Jonchère, et l'association qui se crée autour peut être considérée comme l'ancêtre de l'AMF. En réalité, en bonne historienne, je crois qu'il faut prendre le parti de l'évolution et de l'historicité. Il existe une multiplicité d'options, des nuances, des changements. Il ne faudrait pas réifier idéologiquement les mouvements, en particulier montessoriens, je crois, ou montessoriens stricts, mais leur donner aussi la possibilité de faire leur choix, de considérer leur histoire, qui, pourquoi pas, peut être multiple et contradictoire, en tout cas leur donner la possibilité d'avancer. Alors, troisième critère, plus difficile celui-ci, ou encore plus difficile, la question économique et les choix mercantiles qui peuvent être faits dans certaines associations ou sociétés qui utilisent le nom Montessori. Alors, il semble exister un courant, clairement, depuis quelques années, qui prend le parti de la marchandisation de l'éducation et pactise avec des démarches clairement mercantiles, avec la création quasiment de chaînes utilisant le nom Montessori. Alors, je ne sais pas si on peut encore parler de Montessoriens, parce que là encore, ils sont disjoints du mouvement à proprement parler, du mouvement qu'on pourrait dire politique. Et puis, clairement, les pratiques, l'éthique et même la considération de l'enfant disparaissent en tant que première intention. Mais il faut prendre acte du fait que cela peut se faire ou que cela va se faire, ça ne devrait peut-être pas tarder, au nom d'un label ou au nom même d'une qualité pédagogique qu'on ne trouverait pas ailleurs face au n'importe quoi généralisé. Alors, je crois qu'on a là le résultat d'une synergie singulière entre la destruction des services publics, l'isolement systématique des montessoriens des structures institutionnelles, dans le public, mais aussi dans le privé. Il n'y a qu'à constater les revirements perpétuels des réseaux de l'enseignement catholique vis-à-vis des montessoriens pour s'en convaincre, un isolement des montessoriens des autres courants pédagogiques, l'absence de direction politique dont j'ai parlé juste avant, et le tout sur fond de ratatouille pédagogique proposée dans certaines écoles, alors notamment dans certaines écoles hors contrat, mais pas que, qui font par exemple du Montessori Steiner-Freinet. Il faut le voir écrit pour le croire. Alors tout cela combiné crée, je crois, face à une demande toujours croissante, un effet d'aubaine inédit. Et n'en déplaise à mon Charles Veillé-Levalet de tout à l'heure, cet effet d'aubaine ne semble pas tout à fait comparable à la folie des années 1910. Alors face à de tels choix, ceux qui affirment une éthique et des valeurs de non-marchandisation et de coopération, et ils existent chez les montessoriens, ceux qui affirment à la fois la qualité et une articulation entre verticalité et horizontalité, n'ont malheureusement pas beaucoup de poids, aussi parce qu'ils n'ont aucun levier institutionnel. Mais ils existent au sein des structures historiques ou au sein d'associations plus récentes, par exemple comme Public Montessori, mais pas que. Alors il faut également rappeler qu'il existe, heureusement, des bonnes pratiques, aussi en dehors de l'AMI. Il existe bien sûr des formations de qualité, des personnes qui prennent du temps, qui affirment des valeurs, le temps long de l'accompagnement des praticiens, mais de fait, tout ce que je viens de dire là, ce sont des actions qui demandent du temps, de l'énergie, de l'investissement, et que quand on est tout petit, qu'on n'a pas de structure institutionnelle sur laquelle s'appuyer, eh bien le travail est parfois très difficile et parfois décourageant.
comme hier, pire qu'hier peut-être, je ne sais pas, ou autrement, il ne fait quand même pas bon être pédagogue aujourd'hui. Alors, j'ajoute un dernier critère, le critère politique. Nous y voici. Alors, c'est encore compliqué à l'interne du mouvement de voir comment et surtout dans quelle direction un tel critère a pu jouer ou joue encore. Et je vous présente ici un travail encore en cours, mais c'est bien entendu une manière pour moi d'ouvrir un peu un prétexte pour ouvrir un chapitre difficile de l'histoire montessorienne. Donc, attention les yeux. Alors, il est maintenant de notoriété publique que Maria Montessori et Mario Montessori, que l'on oublie tout le temps, alors qu'il ne faudrait pas, et je fais ici référence à notre collègue italien Fabio Fabbri, qui insiste sur ce point, et dont les recherches alimentent ce que je vais dire maintenant. Alors, Fabio Fabbri s'est intéressé notamment aux nouvelles archives qui ont été ouvertes, les archives de l'Opéra Montessori et les archives de l'OVRA, les services secrets fascistes. Alors, il faut savoir que les Montessori ne vivent plus en Italie depuis 1914, date à laquelle ils s'installent en réalité à Barcelone, et ne font plus que des séjours courts en Italie pour des enseignements ou des colloques. Alors, je rappelle également, juste pour qu'on se fasse une idée, qu'en 1928, Maria Montessori a 58 ans et Mario en a 30. Alors, ils ne résident pas sur place, ok. Mais bien entendu, ils ne peuvent pas avoir manqué l'assassinat de Matteotti, enlevé et torturé en juin 1924, assassinat qui génère un grand émoi dans l'opinion politique italienne et qui constitue un premier électrochoc à l'origine de la publication de 2 manifestes, vous connaissez sans doute cette histoire, en 1925, celui des intellectuels fascistes par Gentile et celui des intellectuels antifascistes, celui de Croce. Alors l'ex-compagnon de Maria Montessori, avec qui elle a eu son fils, Montesano, signe le manifeste antifasciste. Maria Montessori, elle, ne signe ni l'un ni l'autre. Alors cela lui permet, à partir de 1928, de voir sa méthode proposée à la formation des institutrices maternelles au sein de l'école royale, le régime fasciste s'étant intéressé de près à la petite enfance. Alors plus grave, Maria Montessori, membre du parti fasciste, comme Mario, ajoute elle-même l'enseignement religieux et surtout l'enseignement de la culture fasciste au cours, dérogeant donc à ses principes d'orthodoxie. Pourtant, rapidement, les Montessori sont mécontents parce que les choses ne se passent pas comme ils veulent. Problèmes de locaux, de bureaucratie, de reconnaissance de diplômes, isolement. Les chercheurs, globalement, s'accordent à dire qu'il s'agissait de la rencontre de 2 ambitions démesurées d'un côté comme de l'autre, du côté de Mussolini comme du côté des Montessori. En 1931, à Emilio Podrero, fasciste qui est nommé par le régime dans les instances montessoriennes et avec qui les relations sont quand même houleuses, Maria Montessori demande s'il faut vraiment laisser son héritage à l'Italie ou, écrit-elle, je cite, « si je dois donner les forces qui me restent pour établir dans un autre pays le centre qui préservera mon œuvre ». On voit l'intérêt de Maria Montessori. Et c'est pour la seconde option qu'elle opte, semble-t-il. Tout ce que je vous dis là, c'est vraiment le travail du collègue Fabbri, du collègue italien. Alors, mars 1932, Maria Montessori fait une tournée en Suisse et notamment un discours sur la paix au BIE. Ce discours est ouvertement moqué par les fascistes, pour qui la guerre est constitutive du jeu enfantin, donc elle est accusée de naïveté, etc. Enfin, ils se moquent ouvertement d'elle. Donc, pour les fascistes, la guerre est constitutive du jeu enfantin, chose qu'on ne voit nulle part dans les textes montessoriens. Juillet 1932, les Montessori sont surveillés par la police politique, et en interne, le ménage commence, ou les difficultés commencent. Au congrès de Nice, alors l'aurait-on imaginé, Enrico Castelli, représentant officiel de la Société Montessori italienne, est démis de ses fonctions, et Fabbri relate « Au fond de la salle, on crie « Vive Montessori, à bas le fascisme ». À Rome, l'équipe de l'école royale est divisée, certains dénoncent l'antifascisme de disciples de longue date des Montessori, et ces derniers ne remettent plus les pieds dans l'école, mais reviennent seulement pour le congrès de 1934, vous savez, celui auquel Jean Piaget a participé. Mais ça ne se passe pas très bien. Des jeunes fascistes manifestent contre le congrès et Maria Montessori, de son côté, refuse l'accès à la salle à Orazia Bellisto-Prini, professeur de culture fasciste qui avait dénoncé et qui continuait de dénoncer ses collègues. Pour autant, il n'est pas sûr que Maria Montessori ait totalement changé d'option, puisque la suspension définitive des Montessori, pour ne plus avoir donné aucun travail depuis juillet 1932, et non pour incompatibilité politique, donc c'est bien ce que souligne Fabbri, est actée en octobre 1936. Voilà pour la première histoire italienne. Une fois tout cela raconté, en fait, c'est le plus intéressant qui commence. Parce que les Montessori sont restés très silencieux sur leur discours, sur leur parcours fasciste, parlant même d'exil, ce qui est, souligne bien encore Fabio, factuellement faux.
Et j'ajoute, le récit antifasciste a été d'autant plus facile à énoncer par les Montessori qu'il existait, en même temps que les Montessori faisaient leurs petites affaires avec le régime mussolinien, une réception non fasciste, voire antifasciste de la pédagogie, dans le même temps. Fabrice cite un document de la police politique venu surveiller les Montessori en Espagne en 1933, qui explique, alors bien sûr c'est les fascistes, alors pour eux dès qu'il y a une petite déviation forcément c'est antifasciste, mais tout de même il explique que l'antifascisme est la base du système Montessori, et je cite encore, comment ne le serait-il pas, ces principes anarchistes, on pense à la liberté de l'enfant, sont conformes à l'esprit de la Nouvelle République, donc la République de Catalogne, tout le monde en Espagne fait l'éloge de la méthode qui est appliquée intégralement jusqu'aux coins les plus reculés de la République. Alors, autre exemple, en 1936, la version anglaise de l'enfant est traduite par Barbara Barclay Carter, une journaliste engagée au sein de la démocratie chrétienne. Elle vient d'Italie, antifasciste. Idem pour la réception française. L'AMF naît officiellement en 1950, la voici Barbara Carter. L'AMF naît aussi officiellement en 1950 de l'action de Jean-Jacques et Georgette Bernard, la voici. Cette dernière, c'est une sociétaire de la Nouvelle Éducation en 1932. Elle met sa fille au collège de la Jonchère, dont j'ai parlé tout à l'heure, à la même époque. Après la venue de Maria Montessori en France en 1931, ils se rapprochent, travaillent ensemble, deviennent amis, elle traduit l'enfant, enfin elle fait publier l'enfant, et ils construisent l'AMF. Alors il faut savoir que les Bernard ont payé un lourd tribut à la guerre. Jean-Jacques est déporté lors de la rafle dite des notables juifs français en décembre 1941. Leur fils aîné, François-René, né en 1913, résistant dans le Tarn, est déporté et assassiné au camp de Mauthausen en 1944. Nicolas, le frère, est résistant dans le Vercors, il est décoré pour cela et survit. Le frère aîné de Jean-Jacques, Étienne-René Bernard, qui sera un parrain de l'AMF, s'engage comme médecin au sein des FFI. Et de cette expérience des camps, d'ailleurs l'expérience de 1941, Jean-Jacques Bernard publie en 1944 Le camp de la mort lente chez Albin Michel, qui est le premier récit à publier à la Libération sur les camps de déportation. Alors lorsqu'on regarde les archives, les Bernard, eux, utilisent l'argument donné par Mario, c'est-à-dire de la fuite, de l'exil, et de la présence des Montessori entre 1924 et 1926. Donc tout cela est factuellement faux. Aujourd'hui, on le sait. Alors, les Bernard peuvent avoir couvert les Montessori, peut-être. Mais on peut aussi se dire que peut-être ils ne savaient pas ou qu'ils ont dit ce qu'ils savaient, d'autant qu'ils n'ont connu les Montessori qu'après leur parcours italien. Alors, je trouve que pour l'historien, il y a là une mise en problème particulièrement passionnante. Comment une réception peut-elle être fasciste et antifasciste ? Ce d'autant que Maria Montessori, plus tard, aura des mots contre Mussolini et Hitler. Mais c'était trop tard, le mal était fait. Mais ensuite, elle prend des positions un peu tardivement quand même. Peut-on se contenter de dire que la pédagogie est fascisto-compatible si par ailleurs elle est mise en place aussi par leurs détracteurs ? Autre hypothèse encore plus fascinante, doit-on plutôt considérer que les Montessori eux-mêmes ont dévoyé leur propre pédagogie qui a été élaborée bien avant et dans des conditions différentes, donc que les disciples auraient raison contre les pédagogues ? Surtout que cette parenthèse fasciste, a priori, alors il faudrait, là les recherches sont en cours, mais n'est le fait que des Montessori. Alors ça reste peut-être encore à confirmer, mais il semble que c'est vraiment Maria et Mario. Comment penser politiquement une pédagogie qui présente, comme ici clairement, une permanence des pratiques et une instabilité des appartenances idéologiques, l'orthodoxie venant ici en quelque sorte sauver les dérives politiques des Montessori. Alors bien évidemment, toutes ces questions restent totalement ouvertes, mais je les trouve absolument fascinantes. Alors peut-être deux éléments de compréhension. La première, c'est que les conditions de diffusion de cette pédagogie sont très particulières. Alors on parle souvent de la Casa dei Bambini dans le quartier de San Lorenzo en 1907, mais en réalité c'est pas une, c'est pas deux, c'est pas trois, mais c'est 4 maisons des enfants qui ouvrent à Rome et à Milan. Puis à partir de 1909 et 1910, c'est une multiplicité de praticiens qui s'emparent de cette pédagogie dans des contextes culturels, sociaux, religieux différents. On peut donc penser que ces conditions matérielles particulières, voire uniques, de diffusion ont généré des choix, ou ont créé des conditions de diffusion, notamment cette absence de cohérence politique, qui donne une grande plasticité à la pédagogie. Donc cette pédagogie pourrait s'inscrire dans une grande diversité de contextes, alors sauf peut-être là où il y a une forte identité nationale ou une forte identité institutionnelle venant contraindre les pratiques, peut-être comme dans le cas français, je ne sais pas. Alors c'est ce que j'avais, cette stratégie de diffusion, enfin cette plasticité,
c'est ce que j'avais identifié il y a quelques années comme la stratégie du double gain. Diffuser tous azimuts d'un côté, selon une stratégie extensive, et puis de l'autre, construire un tout petit réseau de happy few très au fait des pratiques, la fameuse orthodoxie. Alors ceci est d'autant plus intéressant que la pédagogue semble assumer une forme de plasticité pour ces textes mêmes, ce qui est quand même un peu étonnant, puisqu'elle semble accepter que certains traducteurs arrangent ces textes à leur manière, afin d'acclimater le propos au public et aux problématiques du pays, ce qui est quand même étonnant pour une orthodoxe. Alors à propos d'une conférence faite en français en 1936, Maria Montessori confie ainsi à Georgette Bernard, qui traduit, et je la cite, « Je compte, chère madame, que vous ne traduirez pas simplement, mais que vous mettrez un peu de votre charme, dont ma conférence a tellement besoin, et que vous voudrez alléger certains points et en adoucir d'autres, selon votre expérience du public qui devra l'entendre. » Bref, la butée n'est pas politique, on le saura, mais pratique. Le texte pédagogique, sur beaucoup de points, est très explicite. Refus clair et réitéré de la soumission de l'enfant, de sa crédulité, affirmation pratique et concrète de sa libération, non-violence aussi. Elle se positionne clairement contre les châtiments corporels éducatifs, par exemple dans les années 20, et c'est pas seulement des idées en l'air, elle engage une organisation pédagogique concrète qui doit rendre possible tout cela. Hein, c'est pas que des mots. Alors, tout cela est, et j'ai manque quelque chose, voilà, je vais y arriver. Alors, bien sûr, tout ce que je viens de dire là, absence de soumission de l'enfant, etc., est politique, bien sûr, mais ne résout pas le problème des orientations stratégiques du mouvement. Il faut aussi ajouter, alors c'est peut-être un ingrédient plus important qu'il ne le paraît, que Maria Montessori s'intéresse aussi surtout à l'enfant petit, dont l'éducation est sans doute moins marquée par les questions politiques, où il existe peut-être moins de domaines idéologiquement marqués, comme l'enseignement de l'histoire, par exemple. Bien, si nous revenons maintenant à nos préoccupations contemporaines, ce que nous pouvons dire, c'est que la stratégie du silence dont j'ai parlé tout à l'heure, qu'elle soit voulue ou non, à mon avis, c'est sans doute un peu des deux, a contribué de fait ces dernières années à la diffusion tous azimuts du non Montessori. Et ce, pour le meilleur et pour le pire, mais permettant à cette pédagogie de faire son chemin dans les imaginaires et les pratiques des enseignants, y compris, en fait, je crois, et surtout, chez les enseignants du public, chez les enseignants de l'école pour tous, et clairement chez les parents. Cette diffusion peut s'expliquer par des facteurs conjoncturels, mais aussi par des éléments structurels qu'il ne faudrait pas omettre, et que je voudrais présenter successivement dans un dernier moment. Si nous avons encore un peu de temps, alors je ne sais pas, j'ai encore 20 minutes, il faut qu'on laisse du temps pour les questions, est-ce que vous savez ça ? Bon, on verra. J'avance et puis on verra si je m'arrête avant. Alors, nous assistons depuis une bonne quinzaine d'années à une modification considérable des pratiques en maternelle. Là, je parle de la maternelle publique. Alors, il existe des raisons structurelles, hétérogénéité d'élèves, pas d'ATSEM parfois, manque de matériel de base, sans parler d'absence de formation et de difficultés à recruter, mais aussi une aspiration de beaucoup d'enseignants à autre chose, aspiration qu'il ne faudrait pas sous-estimer. Alors ces pratiques nouvelles, très grossièrement bien évidemment, fonctionnent sur deux piliers. Premier pilier, une modification de la forme du travail. On met fin par exemple à l'alternance entre atelier et regroupement, ou on la réduit. Individualisation du travail sur des plages plus ou moins longues selon les choix des enseignants, avec une différenciation poussée à son maximum et une affirmation de l'équité, une modification de l'évaluation, mais aussi de la place de l'enseignant dans cette organisation. Ça, c'est le premier pilier. Deuxième pilier, une utilisation tâtonnée, passant souvent par les échanges sur Internet entre enseignants, mais aussi par du bricolage de matériel et ou d'achat personnel, d'ateliers dits Montessori, mais qui parfois y ressemblent vraiment de très loin, et parfois qui n'y ressemblent juste pas du tout. On trouve des activités dites de manipulation, des activités sensorielles, mais aussi des ateliers présentant des notions de maths ou de langage, ou encore des jeux d'encastrement, des puzzles, tout ceci n'a en fait rien à voir avec la pédagogie initiale. Souvent, l'absence de matériel montessorien est le résultat de l'absence de budget, mais il arrive que des collègues se procurent l'ensemble du matériel sur leur propre denier, sur plusieurs années, en faisant un tri, en le construisant aussi, hein, il est possible de construire ce matériel pour tout ou partie. Alors ce qu'il faut donc savoir sur le plan plus didactique, c'est que ces pratiques inspirées de ou ressemblant à fonctionnent généralement sur un one-shot, c'est-à-dire des activités perlées, une activité, donc qui n'ont rien à voir entre elles, ou un jeu d'encastrement, puis un autre de classement par couleur, par exemple, ou alors sur des activités, on voit un petit peu plus maintenant, qui peuvent se succéder sur 3 ou 4 ateliers successifs et gradués. Mais en réalité, nous sommes loin du matériel montessorien qui, pour sa part, forme système.
Alors ceci n'a pas que des conséquences didactiques, d'instruction, donc aussi d'égalité, bien évidemment, mais aussi des conséquences sur la gestion du groupe et sur l'évaluation. En effet, le système montessorien strict fonctionne sur un matériel systémique qui se répond, qui se renvoie en correspondance, en couleur, en taille, selon les domaines, vie pratique, vie sensorielle, mathématiques, langage, éducation cosmique. Et surtout, il propose une progression typique entre les domaines. Alors, voici un exemple, c'est absolument pas contractuel, hein, c'est purement empirique à partir de ce que j'ai pu observer, juste pour l'écriture, vous voyez, avec des types de matériel, et vous voyez qu'on ne peut pas faire quelque chose de linéaire, ça se construit en fait en étoile. Avec des approfondissements possibles, des ramifications ou des chemins détournés en cas de difficulté ou de blocage, qui permettrait, si on veut, de la remédiation, hein, pour reprendre un terme consacré, même si ce n'est pas du tout les termes qui sont utilisés dans la pédagogie Montessori. Alors, il faut quand même dire que la proposition didactique montessorienne est singulièrement précise et quand même remarquable, tout en étant souple, si elle est bien intégrée, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de choses à améliorer, bien évidemment, et pas de choses à critiquer, mais pour peu que l'on regarde ce que cela donne en tant qu'écosystème cohérent. En effet, une partie du matériel étant autocorrectrice, le matériel étant en quantité suffisante et en exemplaire unique, ça fait quand même beaucoup de conditions, mais ressortant régulièrement, donc favorisant des observations réciproques, du renforcement indirect, et les enseignants maîtrisant des savoir-faire bien précis concernant la gestion du groupe, la progression individuelle et l'évaluation des enfants, les environnements montessoriens constituent, en fait, j'espère que vous le voyez à travers toute l'énumération de ce que je viens, voilà, toute cette énumération-là, des équilibres réglés très finement et très délicats, même pour un enseignant expérimenté. C'est de la dentelle, en fait, hein. Alors, si je dis tout ça, c'est que, du coup, même dans un cadre bien balisé, l'équilibre est difficile. Donc, si on prend des bouts ici ou là, si on modifie des éléments à l'intérieur de cet écosystème, alors on a, en cascade, des choix différents à faire et des difficultés nouvelles, vous voyez, qui arrivent de manière presque logique. Le fait de ne pas avoir le matériel, par exemple, génère une inquiétude légitime sur les contenus acquis, sur les savoirs, donc suppose une validation de la part d'enseignants. C'est un exemple. Donc, en cascade, les enseignants inventent des systèmes parfois très lourds pour vérifier les acquis. Certains prennent des photos à valider le soir, bonjour le travail à la maison. D'autres demandent que les élèves viennent les voir, donc courent en permanence d'un élève à l'autre, ce qui est bien loin de l'indépendance vis-à-vis des adultes, qui est prônée dans la pédagogie montessorienne. Alors, c'est un exemple parmi d'autres, on pourrait en donner d'autres. Du matériel utilisé à l'envers ou en partie seulement, ce qui peut compromettre parfois la bonne connaissance de la part des élèves. Il faut donc dire clairement que dans le public, si on accepte quelques écoles, elles existent, hein, donc c'est possible, il y a la plupart du temps en fait une autre pédagogie, ou même d'autres pédagogies apparentées à du Montessori, ou plus exactement qui s'inspirent d'une organisation différente du travail, qui affirment aussi un regard différent sur l'enfant et l'enfance dans l'école. Alors ces pratiques font leur propre choix et pourraient être discutées et améliorées, je pense, en tant que telles. Pour vous donner une idée de la proportion, à Saint-Martin-de-Crau, il y a quelques semaines, on échange avec une 60aine d'enseignants. Alors tout le monde n'était pas là, hein, bien évidemment, mais je pouvais constater que presque tous, se retrouvaient dans une organisation de type Montessori, c'est-à-dire en réalité surtout une organisation différente du travail, telle que je viens de la décrire. Mais sur cette 60aine, seulement 2, dans la même école, mettaient en place du Montessori complet et sans formation cependant. Vous voyez, ça vous donne un petit peu une idée. Dans tous les cas, ce qui ressort de ces choix, si on écoute les enseignants expérimentés qui s'y intéressent, c'est clairement la volonté de faire autrement, de considérer autrement l'enfant à l'école. Une philosophie Montessori, me disait une collègue pas plus tard que la semaine dernière, qui affirme l'importance de la différenciation, qui prend acte de l'hétérogénéité des publics, avec de plus en plus d'enfants en déficit d'attention et de concentration. Alors bien évidemment, pour ces enseignants-là ou ces enseignantes, il ne s'agit pas de renoncer à éduquer, bien entendu, mais de partir de là où en sont les enfants, d'organiser un environnement et de construire une action indirecte en réfléchissant autant à l'espace, à l'organisation de l'environnement pour laisser plus de liberté dans l'école, laisser les enfants souffler aussi parfois, leur donner la possibilité de vivre, et si j'ai le temps, j'y reviendrai. Alors ce sont souvent des enseignantes qui parlent de besoins des enfants, on parle des petits encore une fois, les moins de 6 ans, des fondations pour la suite, d'estime de soi et de concret. Alors la question de la bienveillance ou de l'éducation positive a été récemment fustigée dans les médias, mais en fait il suffit d'écouter les enseignants et les parents pour entendre leur désir pour une autre forme d'éducation. Dans ce sens, les pédagogies alternatives sont vues, alors bien naïvement aussi, bien évidemment, avec des déconvenus, évidemment aussi, comme les seuls îlots où se pratiquerait une bienveillance et un respect des rythmes de l'enfant. Finalement, tout ce que je viens de décrire un peu rapidement reviendrait des affirmations proches de ce que Pauline Kergomar affirmait pour l'école maternelle française, et combien de commentateurs dans les années 20
ont souligné la correspondance de vue entre les deux pédagogues. Alors simplement, nous ne sommes pas dans les années 20. Alors comment expliquer cet engouement des enseignants pour cette pédagogie encore invisible il y a 20 ans? Alors là encore, rien d'exhaustif, d'autant que je ne suis pas sociologue, mais peut-être 2 remarques pour terminer et pour essayer de faire penser. Première remarque, la réhabilitation de la main et du réel dans un monde toujours plus connecté et virtuel. Il s'agit d'une vraie demande sociale, sans doute, alors pour ceux qui le peuvent. On pense à ces diplômés des écoles de commerce ou des écoles d'ingénieurs qui plaquent tout pour se tourner vers des métiers manuels, moins énergivores et laissant la possibilité d'un rythme de vie différent. Il faut ici souligner qu'une part très importante des militants montessoriens, dans les années 90, est issue des réseaux de la non-violence éducative, de la naissance sans violence, des réseaux écologistes et des alternatives en matière de santé, de consommation, d'agriculture. Alors cette pédagogie a longtemps essaimé dans des réseaux où il s'agissait de vivre autrement, collectivement et selon un modèle économique et écologique alternatif. Et nombre d'écoles Montessori se créent encore aujourd'hui, par exemple dans des éco-villages, avec un idéal de vie à la campagne, de retour à un mode de vie respectueux des rythmes du vivant. Alors on oublie souvent cette part des militants parce que nous ne sommes pas à l'AMI, là nous sommes ailleurs, et ces militants sont peu visibles, mais de fait ils existent. Donc ça c'est la première remarque. Deuxième remarque, la question de la vie. On peut constater l'importance en nombre des publications qui valorisent l'idée d'un enfant heureux ou l'importance de la vie dans l'école, alors conceptions qui sont aussi largement dépolitisées, bien évidemment. Simplement, il me semble que cette insistance sur la vie de l'enfant et ce à quoi correspond l'idée sans doute d'une éducation positive, mais plein de guillemets, fait écho peut-être à des résurgences vitalistes, alors au sens très large, Philippe Mérieux en a parlé un petit peu hier, alors bien plus vaste dans notre société, médecine parallèle, largement basée sur une conception vitaliste de la santé, spiritualité de toutes sortes banalisée dans le dit développement personnel, pédagogie différente donc. J'avais il y a quelques années émis l'hypothèse que le vitalisme, la considération d'un élan vital chez l'enfant, pouvait être considéré comme une philosophie clandestine de l'éducation nouvelle. Alors philosophie parce qu'il ne s'agit pas de considération médicale, comme le vitalisme du XVIIIe siècle par exemple, qui est médical, qui est pensé par les médecins. Et puis clandestine parce que l'élan vital, la force vitale de l'enfant, ce n'est pas du tout un contenu théorisé, mais plutôt une coloration des textes. Adolphe Ferrière, antenne de l'esprit de son temps, en 1919, écrit ceci: « L'énergie, la joie, tiens donc, l'élan vital, il faut être de son temps et citer Bergson à l'occasion, sont le propre de l'enfance. » Alors, défait par l'histoire, pour plein de raisons que je ne vais pas indiquer aujourd'hui, mais pédagogiques et bien évidemment politiques, le vitalisme, ou plutôt ses résurgences, ses avatars, ferait de nouveau surface dans des temps incertains et expliquerait cet engouement nouveau pour des manières hautes de faire éducation, mais pas n'importe lesquelles. Dans ces manières autres, il y aurait une prévalence, notamment, par exemple, pour Montessori. Alors cette hypothèse, si elle est juste, déplace de fait les débats actuels autour des pédagogies dites alternatives. Une partie de ces débats s'attache à souligner combien ce type de pédagogie constitue le symptôme et le levier d'une généralisation de l'individualisme, de la marchandisation de l'éducation, on en a parlé, de la reproduction de classe, de la valorisation des performances et de l'élitisme. L'hypothèse d'une résurgence d'une forme de vitalisme, bien évidemment, n'éluderait pas ces critiques, mais permettrait peut-être d'en déplacer un peu la mise en problème ou de complexifier. Alors, quelques mots de conclusion. Le chercheur, philosophe, historien, vient pointer ce qui peut poser problème, ce qui bloque, il essaie de faire penser. Le métier d'enseignant traverse peut-être une crise, la démission de certains ou certaines pour faire autre chose et parfois pour ouvrir une école où ils seraient plus libres de leurs options pédagogiques, ce sont des choses qui existent. Alors, qu'est-ce que ça nous dit de la pédagogie et de l'école ? Parallèlement, on voit, je vois revenir la pratique des bons points, des pratiques de répétition systématique de leçons sous la forme du par cœur, un cadrage toujours plus grand des pratiques des enseignants, ceci au nom de l'efficacité, sans que la pédagogie n'intervienne jamais ou si peu dans les formations des enseignants. Autrement dit, si la méfiance de l'institution vis-à-vis de ces pratiques, et en particulier des pratiques montessoriennes, peut s'expliquer pour des raisons diverses, mais bon, je ne peux pas tout dire, elle revient aussi, cette méfiance, à entretenir le phénomène. À propos de Montessori, mon parti a été du coup ici, et puis il est de manière générale, d'apporter des éclairages, d'aller voir ce qui se fait vraiment, de déconstruire les idées reçues, d'apporter de la nuance et de ne pas réifier les mouvements pédagogiques qui sont aussi faits de femmes et d'hommes. Certains praticiens, praticiennes trouvent des choses dans Montessori ou ce qui s'y apparente. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'ils y trouvent et qu'est-ce que cela peut signifier pour elles ? Bien sûr, gardons notre esprit critique, mais peut-être qu'elles disent quelque chose d'une éducation qui se veut autre,
d'une école qui souhaite se transformer et se modifier, d'un métier qui souhaite apporter de la respiration, de la souplesse, du temps aussi, sans perdre la rigueur et la nécessité de la transmission de la culture, dans le sens d'une meilleure prise en considération des enfants de manière ascendante, ce qu'a toujours voulu faire l'éducation nouvelle. Voilà, je vous remercie.